Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue, Mon Algérie, 1964 à 1968. Le hasard n'est pas toujours le fait de la chance, mais aussi d'hommes généreux. Rien ne me prédestinait à venir en Algérie. Je venais d'effectuer mon service militaire dans un régiment de parachutistes à Dakar, au Sénégal, et je rêvais de rester en Afrique noire. J'avais passé ma jeunesse au séminaire des missions des Pères Montfortin, et j'étais toujours imprégné de cette vocation africaniste. Sur une proposition d'enseigner à Saint-Louis du Sénégal, je me voyais déjà à la découverte des villages situés au bord du fleuve, et reliés en bateau Podor puis Caille au Mali, un peu bercé par les expéditions des grands explorateurs du siècle passé. Malheureusement, les formalités traînaient et depuis mon retour en France, je m'impatientais. Et puis, par l'entremise de mon ami Lucien Privette, ancien condisciple, un professeur, François Ferry, qui partait en coopération avec son épouse, me proposa d'aller enseigner dans une école primaire en Kabylie. Vraiment, je ne connaissais rien de l'Algérie, si ce n'est la lutte armée de ces hommes pour l'indépendance et toute l'actualité liée à cette guerre de libération. Je débarquai donc début juillet 1964 à Alger, avec un peu d'argent de poche, un sac de voyage et une adresse au quartier du Télémli sur les hauteurs de la ville. Découverte d'Alger et de la Kabylie dans la fièvre. Un homme d'une cinquantaine d'années m'accueille. Ancien prêtre ouvrier et militant des réseaux de soutien au FLN, il m'explique : nous sommes dans une Algérie nouvelle, indépendante depuis le 3 juillet 1962, le pays est en pleine réorganisation. Les milliers de Français qui tenaient tous les leviers de commande politique, administratifs et économiques sont partis, et le pays a besoin à la ville comme à la campagne, d'instituteurs, d'infirmiers, de mécaniciens, etc. Il y a entre 9 et 10 millions d'habitants, dont 80% d'analphabètes, la tâche est immense. Avant l'indépendance, deux mondes coexistaient, l'un dominait l'autre. Demain, nous irons en Kabylie où nous pourrons t'installer. Puis nous descendons à pied dans le centre-ville. Mon guide m'indique que bien des rues ont déjà été débaptisées et portent le nom de Chouada, ou martyrs de la Révolution. Ainsi, la rue Illy où nous sommes est devenue la rue Ben Mehdi Larbi, la rue Michelet un peu avant est devenue la rue Didouche Mourad et la place du gouvernement où nous allons dîner est devenue la place des Martyrs. Je vois le visage d'une ville où les drapeaux et banderoles sont légion. Devant la grande poste, pendent des banderoles avec slogan « Abat le culte de la personnalité » et place des Martyrs, les slogans sont nombreux. Donner la terre à ceux qui la travaillent. Réussir dans les comités de gestion, c'est assurer la victoire du socialisme. Halte aux profiteurs et spéculateurs, UGTA, l'usine aux travailleurs, la terre aux paysans. On trouve partout ces slogans, sur les façades des bâtiments officiels, dans les rues, sur les places. Surprenant spectacle pour un Français qui n'a jamais vu ça. Je ne connaissais rien d'Alger, si ce n'est l'imagerie d'Alger la Blanche, la Casbah, les barricades et la fameuse photo où le général, les bras en avant, déclarait « Je vous ai compris ». Restait aussi l'autre image, celle des colons, des pieds noirs, des grandes exploitations, la guerre d'Algérie, la bataille d'Alger, les militaires français du contingent, les combattants algériens, l'autodétermination et l'indépendance. J'avais suivi les accords d'Évian et l'accession à l'indépendance, le 3 juillet 1962. Mais, parti presque aussitôt après en Afrique noire pour le service militaire, je n'avais guère suivi les débuts de l'indépendance en Algérie. Je me passionnais davantage pour l'Afrique noire, et ses problèmes de développement qu'avait décrit Robert Dumont dans son ouvrage L'Afrique noire est mal partie. En arrivant à Alger cet été 1964, j'ai ressenti un choc émotif. La ville avec ses banderoles, ses habitants ne ressemblaient en rien aux villes africaines. Les immeubles ressemblaient plutôt à ceux de Paris, de Lyon ou de Marseille. Fin 1962, il restait 1/100 des fonctionnaires et agents publics français. La venue de coopérants de tous bords était indispensable pour pallier cette gigantesque saignée, et on ne parlait que de révolution socialiste. En arrivant à Oued Ksari, je découvre un tout petit bled de Kabylie, entre Tizi Ouzou et Dra El Mizan. Je vais y passer juillet et août à aménager l'école que je suis censé diriger, à la rentrée. La personne qui m'accueille est Henri Chérouz, un Français ayant pris fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie et qui a connu la prison française avec les nationalistes algériens. À l'indépendance, il a rejoint l'Algérie avec femme et enfants.
Il travaille à la préfecture de Tizi Ouzou, et son dessein le plus cher est d'ouvrir cette école. Dans la journée et surtout le soir, nous entendons des coups de feu, de fusils. J'apprends qu'il s'agit de Makhizar Kabil du FFS, Front des Forces Socialistes, créé en septembre 1963 par l'un des dirigeants historiques du FLN, Hosni Ahmed, entré en dissidence. Une mini-guérilla de Kabyles contre le pouvoir en place, contestant la légitimité du président Ahmed Ben Bella et du parti FLN. Je découvre à cette occasion l'antagonisme entre les Arabes et les Berbères. J'entrais dans une autre histoire de l'Algérie, ni la lutte pour l'indépendance ou celle 130 ans plus tôt d'Abdelkader, ni la fin de la guerre franco-algérienne mais celle algéro-algérienne. Un dimanche, en nous rendant pour faire des courses à Dra El Mizan, nous sommes arrêtés par des hommes en treillis avec des mitraillettes. Nous leur présentons nos papiers et nous passons. C'étaient les hommes du FFS qui tenaient un barrage sur la route. Lorsque je serai à Alger quelques semaines plus tard, j'apprendrai l'arrestation d'Hosni Ahmed en octobre. Puis, en juin 1965, ce sera la fin de la contre-révolution intérieure et extérieure, grâce à un accord conclu avec le président Ben Bella. Mais 3 jours plus tard, le 19 juin 1965, c'était le putsch du colonel Ouari Boumedienne, ministre de la Défense et à ce titre, patron de l'armée, qui mettait fin à la présidence de Ben Bella. De l'école de Bab El Oued au cours du soir à la faculté de droit. Mon séjour de l'été 1964 en Kabylie allait se terminer. Confronté à des difficultés d'ordre administratif auprès de l'académie de Tizi Ouzou pour m'occuper de cette école, je dus me résigner à quitter la Kabylie. Je retrouvai Alger, que je n'avais pas revu depuis début juillet. Après une visite au service culturel de l'ambassade de France et comme rien n'avançait assez rapidement, presque sans ressources, je rends visite au directeur de l'enseignement libre catholique d'Alger, l'abbé Durand. M'accueillant à bras ouverts, il m'envoie aussitôt vers l'école Saint-Joseph de Bab El Oued, dirigée par l'abbé Joseph Carmona, ayant succédé à l'abbé Scotto début 1962. J'appris plus tard qu'en mars 1962, durant le blocus du quartier de Bab El Oued par l'OAS, l'abbé Carmona s'était démené pour apporter de la nourriture à la population affamée, allant jusqu'à utiliser un corbillard pour leur faire parvenir des sacs de farine, du sucre, des pâtes, etc. Fort de mes années passées au séminaire, je fus embauché aussitôt par ce courageux prêtre. Je commençais une nouvelle vie, celle d'instituteur au service des enfants de Bab El Oued. Je restais à Alger, au contact de cette mouvance politique révolutionnaire qui me fascinait et la ville me plaisait. L'abbé Carmona invitait à sa table des personnes déjà connues, pieds noirs qui s'étaient désolidarisés du colonialisme et restés à Alger après l'indépendance par engagement personnel, et aussi pour la présence de l'Église. J'ai déjeuné avec l'abbé Alfred Béranger, un militant de la cause algérienne pendant la guerre de libération, devenu député après l'indépendance. J'ai sympathisé également beaucoup avec un jeune vicaire, l'abbé Guy Gilbert devenu quelques années plus tard à Paris le curé des Loubards, avec qui je ferai des visites au Baumettes à Marseille lorsque je serai avocat. Que de dimanches nous avons passé ensemble à refaire le monde et la Révolution. J'étais en effet taraudé par 2 passions, la soif d'apprendre et l'Algérie révolutionnaire. J'avais surtout en mémoire notre révolution de 1789, et les images de la libération de 1944 dont ma mère, engagée volontaire dans la première armée, m'avait beaucoup parlé. D'où l'attirance pour cette révolution démocratique et populaire algérienne. Cette curiosité devenait fascination. Pendant mes études au séminaire, on apprenait à connaître l'homme, à l'aimer, à sa relation avec Dieu, mais rarement à l'aider, à bâtir du social et de l'économique dans la cité. D'où mon absence de culture politique et cet attrait pour la Révolution. Tout juste si j'avais découvert les valeurs républicaines à l'armée. Mon activité d'instituteur ne me suffisait pas, et je ne pouvais pas non plus perdre mon emploi. Alors, je décidai de m'inscrire au cours du soir de la capacité en droit à la faculté de droit qui se trouvait au centre de la ville, à une centaine de mètres de la Grande Poste, rue Didouche Mourad, anciennement boulevard Michelet. Sitôt après la classe, je quittai Bab El Oued en bus et arrivai à la faculté. Et là, tous les soirs, nous écoutions religieusement le cours de droit public du professeur François Borella. C'était pour nous tous une révélation.
Des étudiants, des fonctionnaires, mais aussi des analphabètes, venaient dans ce grand amphi pour l'écouter. Il nous ouvrait les pages de la scène politique du nouvel État, et de son fonctionnement. La découverte d'une révolution démocratique et populaire. J'ai conservé le contenu de son enseignement qui commençait par la présentation du préambule de la première constitution algérienne du 10 septembre 1963, et son but, la réalisation de la révolution démocratique et populaire, dont les objectifs étaient la religion, l'islam et la religion de l'État, art. 4. La nation tire sa force spirituelle essentielle de l'islam, préambule, mais le respect des opinions et des croyances et la liberté des cultes sont garantis. Quant à son appartenance géographique, l'Algérie est partie intégrante du Maghreb arabe, du monde arabe et de l'Afrique. Art. 2. Le texte, précise le professeur Borella, ne parle pas de nation arabe. La solidarité géographique avec le Maghreb est citée en premier et la solidarité avec l'Afrique tout entière est fortement marquée. L'Algérie est donc un pays arabe, mais pas exclusivement. Le professeur nous explique que la nation algérienne est une nation révolutionnaire. Elle refuse de s'en tenir au passé. Elle veut construire le pays suivant les principes du socialisme et de l'exercice effectif du pouvoir par le peuple. Cette volonté se manifeste par les objectifs de la révolution démocratique et populaire qui constituent le destin commun, le bien commun à réaliser par la nation algérienne. C'est le sens de la devise de la nation, révolution par le peuple et pour le peuple, art. 3. J'avoue que je ne comprends pas tout quand je lis. La révolution se concrétise par la mise en œuvre de la réforme agraire et la création d'une économie nationale dont la gestion est assurée par les travailleurs. Tout cela est bien difficile à imaginer, quant à sa concrétisation. L'autorité en Algérie, poursuit le professeur, repose en particulier sur 3 forces, le parti, le syndicat et l'armée, le président Ahmed Ben Bella s'appuyant sur les 3 à la fois. L'Armée de libération nationale, ALN, qui a mené la lutte pour l'indépendance, n'existe plus, elle est devenue l'Armée nationale populaire, ANP. Elle est désormais au service du peuple, à l'encadrement de la population appelée à réaliser des tâches d'intérêt national. Elle participe, dit le préambule, dans le cadre du parti, aux activités politiques et à l'édification des nouvelles structures économiques et sociales du pays. L'armée doit continuer à être un instrument essentiel, décisif, mais cette fois pour la reconstruction du pays. Ce rôle éminent, elle le remplit déjà puisque les soldats de l'ANP participent en premier lieu aux expériences que nous réalisons actuellement. L'uniforme est quelque chose d'extraordinairement riche, généreux du sang de l'Algérie et du meilleur. Voilà sa véritable vocation définie par le président Ben Bella, ainsi que par la Constitution, dont le préambule rappelle le rôle de l'ALN et l'article 8 de la Constitution conclut. L'armée nationale est populaire, elle est au service du peuple et aux ordres du gouvernement, elle participe aux activités politiques, économiques et sociales du pays dans le cadre du parti. Cette transformation de l'armée est réalisée par le colonel Ouari Boumedienne, ministre de la Défense et commandant de l'ANP. Une autre force, celle des travailleurs algériens, est regroupée en un seul syndicat, l'UGTA, Union générale des travailleurs algériens, qui lutte pour le socialisme. Voici un extrait de la résolution déposée au palais du gouvernement, le 3 avril 1963 pour soutenir le gouvernement. Les travailleurs algériens répondant en masse à l'appel de l'UGTA réunis ce jour, 3 avril, à la Maison du Peuple, après avoir entendu les frères du secrétariat national exposer la politique de notre centrale sur les décisions prises par le frère Ahmed Ben Bella, président du Conseil de la République algérienne démocratique et populaire, relative. Reste le parti, le FLN, Front de Libération Nationale, un mouvement historique qui n'est pas une force de masse, mais une force politique et un parti unique. Il doit élaborer, contrôler, loin du pouvoir, loin de l'application des décisions, la politique gouvernementale. Seul le parti, organe moteur puissant, est capable de faire la révolution, c'est-à-dire briser les structures économiques du passé et y substituer un pouvoir économique exercé démocratiquement par les fellahs et les masses laborieuses, souligne encore le préambule. Les raisons d'être du parti unique sont doubles. D'abord une raison historique,
le FLN s'identifie à la lutte du peuple pour retrouver une existence nationale. Il est le parti unique d'avant-garde puisqu'il est l'expression de la volonté des masses. Puis une raison pratique car le souci d'efficacité rend nécessaire le parti unique. Pour lutter contre le sous-développement et instaurer le socialisme, il faut agir énergiquement et rapidement et briser les oppositions. La pluralité des partis affaiblirait le gouvernement, l'État et la révolution. Ainsi, le FLN réalise les objectifs de la révolution démocratique et populaire et édifie le socialisme en Algérie, art. 26 de la Constitution. Cette formule est frappante. Ce n'est pas l'État et son appareil qui édifient le socialisme, mais le peuple et son parti. En conséquence, tout le mouvement révolutionnaire passe par le FLN. Les opposants au parti et à son programme sont donc des contre-révolutionnaires puisque l'article 24 de la Constitution édicte « Le Front de libération nationale définit la politique de la nation et inspire l'action de l'État. Il contrôle l'action de l'Assemblée nationale et du gouvernement. » Ces pratiques d'allégeance et ce vocabulaire avaient un côté irréel. Les personnalités politiques, comme le président Ben Bella, apparaissaient souvent habillés en costume col Mao, et il n'était pas rare de lire à son propos dans le journal Le Frère Ben Bella. On éprouvait la sensation d'être tous frères et sœurs, égaux et unis dans une société fraternelle, solidaire et égalitaire. Tous ces dirigeants étaient considérés comme des héros. On sentait à travers leurs propos populaires et activités exemplaires qu'ils étaient au service exclusif des autres. Un peu le paradis sur terre. Construire une économie socialiste. Avec l'enthousiasme populaire, des meetings sont organisés un peu partout dans le pays. La radio fait de très larges commentaires pour exposer les perspectives ouvertes par la socialisation. Les leaders algériens prononcent de nombreux discours. Le style, les titres sont idylliques. On y parle de révolution socialiste, de république démocratique et populaire. Le langage des hommes politiques. On lit ce que dit le président Ben Bella. La révolution algérienne doit désormais avoir le fusil dans la main gauche et la pioche dans la main droite. On y trouve les programmes du parti, des articles sur l'industrie, le pétrole et l'agriculture en Algérie. En achetant le journal Alger républicain, nous recevons une plaquette intitulée « L'Algérie en marche vers le socialisme » qui présente et explique le projet politique du pays. On ne parle que des comités de gestion. Il y a les décrets sur les biens vacants et ceux instituant les comités de gestion. Les masses travailleuses, déclare le président Ben Bella, avaient compris leur devoir, un peu partout, elles s'organisaient spontanément et se substituaient aux exploitants défaillants. À ce sujet, les décrets des 22 et 23 novembre 1962 et de mars 1963 instituant les comités de gestion, une initiative forte du gouvernement, ne faisaient qu'entériner un état de fait que les masses travailleuses dans leur élan patriotique et révolutionnaire avaient créé sur toute l'étendue du territoire. Plus d'1 million d'hectares de terre, et quelques 400 entreprises industrielles et artisanales sont confiées au comité de gestion de travailleurs. Dans toutes les fermes où le propriétaire avait disparu, était parti ou chassé, les terres furent ainsi déclarées biens de l'État. Pour faire face aux insuffisances techniques des hommes, beaucoup venant de pays de l'Europe de l'Est sont venus sur place former des mécaniciens. Des jeunes s'en sont allés se familiariser avec les méthodes des pays socialistes. Je me rappelais avoir lu le livre de Proudhon et sa fameuse phrase « La propriété c'est le vol ». Je vivais en direct, concrètement cette réalisation. On ne parle que de réformes agraires, de labour, de reboisement. Les journaux relatent avec envie toutes ces initiatives qui se déroulent dans tout le pays. 1 million de familles vivent de la terre, a dit le président Ben Bella. Des milliers de familles ne possèdent rien, cependant lors de notre lutte libératrice, 85% de nos cadres révolutionnaires étaient issus de familles vivant de la terre. Il s'agit d'apporter une réponse aux aspirations profondes de la masse, donner la terre, mais d'abord à ceux qui la travaillent. En réalité, la terre n'est pas donnée aux fellahs, elle appartient à l'État et les paysans la cultivent pour son compte. Des décrets sur l'autogestion sont pris. Selon sa méthode, le président Ahmed Ben Bella s'adresse directement aux membres des comités de gestion et dit, à sa manière, leur rôle dans le nouvel État algérien. Maintenant,
vous n'êtes plus des salariés à 600 ou 700 anciens francs par jour, mais des ouvriers animés d'un grand souci de production et intéressés au sort des entreprises. Je n'ai pas chassé les Germain et les Borgeot pour prendre leur place. Bien sûr, une petite partie des bénéfices doit revenir à l'État à qui incombent les dépenses pour la construction des routes, des écoles, des hôpitaux, etc. Je sentais là son souci de faire connaître et comprendre l'action de l'État auprès de chaque famille, chaque citoyen, et aucune volonté de manipulation. Dans un autre discours, il définit le Fonds national d'équilibre de l'emploi. Comme vous le savez, il y a des chômeurs, beaucoup de chômeurs en Algérie. Il y a des travaux mal ou peu payés en Algérie. Il y a des travaux pénibles qui épuisent l'homme, et d'autres qui le sont moins. Il y a des régions riches, mais il y a également des régions pauvres en Algérie. C'est à travers le Fonds national d'équilibre de l'emploi que la solidarité des travailleurs et travailleuses d'Algérie s'exprimera. C'est à travers ce fonds que les travailleurs de la Mitidja et ceux des Aurès exprimeront leur fraternité. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, les travailleurs algériens exprimeront à travers le Fonds national d'équilibre de l'emploi, une fois de plus, l'unité de la nation algérienne. La réforme agraire était inévitable. Le programme de Tripoli l'avait décidé et les accords d'Évian la prévoyaient. Par rapport à ce que j'avais vu au Sénégal pendant 1 an, j'assistais à une rupture radicale avec le modèle français de coopération. L'Algérie voulait réaliser sa révolution socialiste. À la lutte armée doit succéder le combat idéologique. Alger, de l'avant-garde du tiers-monde au coup d'État. Et puis, toujours les dirigeants frères, les ténors du tiers-monde, le Cubain Fidel Castro, le Cap-Verdien Amilcar Cabral, l'Égyptien Gamal Abdel Nasser, le Chinois Zhou Enlai, tous ceux des mouvements de libération nationale au Mozambique, en Angola, en Afrique du Sud, en Érythrée. Tous sont accueillis à bras ouverts à Alger et dans les médias. En février 1965, Che Guevara participe à un séminaire de solidarité afro-asiatique. Alger devient la Mecque des révolutionnaires. On parlait beaucoup de panarabisme, d'union arabe et du succès populaire du voyage de Nasser à Alger. Cette allégresse avait conduit le président Ben Bella à exalter l'unité arabe. L'immense clameur qui déferla suite à la visite du Raïs à Alger se répercuta d'écho en écho pendant des mois en Algérie, à travers les médias, les photos, la propagande, le courrier des lecteurs du quotidien Alger républicain. Parfois, quand je passe devant l'hôtel Aletti devenu Saphir, où sont organisées les réceptions, des photos agrandies de toutes ces manifestations politiques y servent de décorum. Admiratif de cette révolution populaire, anti-impérialiste, je voulais m'engager. Tout cet environnement entretenait la foi révolutionnaire. Comment ne pas être sous le charme d'une révolution? Comment ne pas y adhérer? Le 19 juin 1965 au matin, en nous rendant à l'école, nous voyons des patrouilles de militaires en camion et apprenons que le président Ben Bella a été arrêté. Le colonel Boumedienne, ministre de la Défense, vient d'annoncer la création d'un conseil de la Révolution qui assume tous les pouvoirs. Je me rappelle qu'une semaine plus tard devait se dérouler dans la capitale le sommet afro-asiatique, au cours duquel le président Ben Bella devait jouer le rôle d'un grand leader du tiers-monde. Le soir, en nous promenant dans les rues de Bab el-Oued, des camions-citernes circulaient, aspergés d'eau de couleur ceux qui manifestaient. Très vite, on apprend par la presse la dénonciation du pouvoir personnel de l'ancien président et la nécessité de sauvegarder les acquis de la Révolution, inaliénables. On constate que beaucoup de membres de l'ancienne équipe dirigeante se retrouvent aux côtés du nouveau maître du pays. Au service d'une société nationale, en état d'ébriété idéologique. À la rentrée de septembre 1965, retrouvant l'école Saint-Joseph de Bab el-Oued, je rencontre, en allant m'inscrire de nouveau à la faculté de droit, un ami algérien rencontré l'année précédente. Il me demande si je ne voulais pas me mettre au service d'une société nationale qui recherchait un cadre, sachant bien rédiger, pour s'occuper de diverses tâches administratives. Il faut préciser que depuis 1962, l'embauche de cadres venus de l'extérieur était indispensable pour pallier les gigantesques saignées de cadres français partis. De même, il y avait beaucoup d'Algériens non formés qui avaient été très peu à l'école sous la colonisation. Ma décision fut vite prise. Avec tout ce que je vivais, me mettre au service de cette société m'attirait.
C'était la SNSEMPAC, Société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous. Elle avait été créée par décret, en mars 1965. Il existait des unités de semoulerie, minoterie dans divers endroits du pays: Alger, El Arach, Hussein-Der, Annaba, Batna, Kerata, Béjaïa, Blida, Constantine, El Aznam, Médéa, Mascara, Relizane, Oran. Le président de la société était M. Mohamed El Berichi. Sous son autorité, il fallait rassembler et coordonner toutes ces unités qui fabriquaient, commercialisaient, et mettre en place des assemblées de travailleurs. Ce n'était pas une mince affaire. La tâche était grande. J'étais ravi de cette offre considérée providentielle. Me mettre encore au plus près de la révolution socialiste, au service de l'Algérie, à travers le développement d'une société nationale. Le siège social était situé boulevard Zirou Youssef, anciennement boulevard Carnot sur le front de mer, et mon bureau était en plein centre-ville, au début de la rue Ben Meidi Larbi, ex-rue Illy. Ce détail a son importance car juste à côté était installée la cinémathèque. Rendez-vous des universitaires, journalistes, artistes, étudiants, coopérants, algériens ou étrangers. J'allais passer une année mémorable, entre le bureau, la cinémathèque, la librairie du Tiers-Monde un peu plus loin, place Abdelkader, à côté, la brasserie Novelty et un peu plus loin la faculté où j'allais le soir au cours. J'étais vraiment en état d'ébriété idéologique. En quittant Bab el-Oued et son école, je perdais mon logement. La SNSEMPAC m'a mis aussitôt en contact avec la direction des biens vacants situés à proximité, et en moins d'une demi-journée, une villa fut mise à ma disposition à Imbéniane, anciennement la Madrague, en bordure de mer. J'avais comme voisin le directeur de la société Casbah Film qui m'avait embauché quelques jours comme figurant pour le film « La bataille d'Alger », réalisé par le cinéaste italien G. Pontecorvo. L'année s'est merveilleusement bien déroulée. J'ai découvert l'aspect économique du développement de l'Algérie, avec son capitalisme d'État et toutes ses sociétés nationales. Au bureau, on parlait beaucoup des expériences cubaines et yougoslaves, sans oublier l'Albanie et sa politique d'autogestion. Il y avait à la société dans les unités décentralisées, les minoteries, des coopérants étrangers, allemands, bulgares, et même un réfugié politique basque en la personne de M. Koulon de Salvador de Madariaga. Tous avaient le même enthousiasme de se mettre au service de cette société et de la faire prospérer. La création de toutes sortes de sociétés nationales avait pour but de centraliser tous les instruments de production entre les mains de l'État, non seulement l'énergie, gaz, hydrocarbures, électricité, mais aussi tous les autres secteurs économiques, les transports, les industries de toutes sortes, aussi bien agricoles, industrielles et commerciales. Seuls vont subsister les petits commerces et l'artisanat. Et d'ajouter que la bourgeoisie, qui ne détient pas le pouvoir politique, ne peut nullement prendre sa revanche dans le domaine économique. C'est donc par des moyens économiques que la révolution socialiste doit se réaliser. J'avais la chance, en sortant du bureau, de me retrouver aussitôt devant la cinémathèque. Cette salle de cinéma et d'exposition, dirigée par une équipe de coopérants et d'Algériens engagés dans la révolution socialiste. Je ne les ai pas connus, mais je m'intéressais à leur cycle consacré aux luttes d'indépendance et aux idéologies socialistes. Le cinéma était aussi un moyen d'éveil des consciences, d'éducation des masses. Tout ce qu'Alger comptait de militants se donnait rendez-vous à la cinémathèque. Et puis un peu plus bas, en descendant la rue Ben Meidi Larbi, se trouvait la librairie du Tiers-Monde, dont l'étal proposait des exemplaires du Petit Livre rouge de Mao, les livres des éditions Maspero, les damnés de la terre de Frantz Fanon, le pillage du Tiers-Monde de Pierre Jallet et bien d'autres encore. Vraiment, je baignais dans ce cercle magique, faculté, grande poste et cinémathèque. Des journées partagées entre le quartier des facultés et la Casbah. La soif d'apprendre était manifeste. Je l'ai connue chez les enfants à Bab el-Oued, et je la découvre moi-même en décidant au bout d'un an d'arrêter mon travail à la SNSEMPAC et de m'inscrire en licence à la faculté de droit. Mes amis, Bernard Jolivet et Jean-Joseph Pourchet, instituteurs coopérants, anciens séminaristes également, m'avaient donné confiance pour entreprendre ces études de droit,
eux-mêmes se destinant à l'enseignement universitaire sous la houlette du professeur de lettres classiques, André Mandouze, alors grand maître de la faculté des lettres d'Alger, voire du ministère de l'Éducation nationale. Mais pas de chance, pour la rentrée universitaire de septembre 1966, le président Boumedienne décide de supprimer les bourses accordées aux étudiants étrangers. Pour assurer mon existence matérielle et être étudiant le jour à temps complet, je vais être embauché par un autre prêtre, l'abbé Jean Franchimont qui après l'indépendance, avait pris la responsabilité d'une école populaire installée à la Casbah, rue de Beaune. Il y mettait une condition: prendre en priorité des adolescents qui ne savaient ni lire ni écrire avec une priorité aux jeunes Algériens les plus démunis. Le soir étaient organisés des cours pour adultes. Nous étions là encore, soutenus par l'enthousiasme de servir et pour nous catholiques de faire de l'apostolat. Là, pendant 2 années, je vais étudier le jour à la faculté de droit et enseigner le soir. Le logement est sur place, et je reçois une maigre rémunération. Mes élèves adultes et moi avions en commun une envie dévorante d'apprendre. Nos discussions allaient tous les soirs bon train. Les slogans nationalistes du pouvoir étaient oubliés pour nous adonner à l'étude du français, mais aussi à la réflexion. Je leur répétais qu'il n'était pas grave de ne pas savoir conjuguer, l'essentiel était d'apprendre à réfléchir. Je remplissais une fonction d'éveil, passionnément. Vivre à la Casbah est unique. C'est un fourmillement d'hommes, de femmes et d'enfants au milieu de commerces de toutes sortes dans un habitat spécifique datant de plus de 1000 ans. On sortait des quartiers européens. L'effet de grandeur n'existait plus. C'était une terre humaine nouvelle, on se sentait dans un lieu d'histoire et de culture. C'est une autre atmosphère de voir ce petit peuple vivant dans le dédale des ruelles. On est attiré, envoûté par tout ce mouvement. Quel souvenir j'en garde. Quel contraste avec le quartier des facultés rue Didouche Mourad que je retrouve tous les matins. En plein centre-ville, nous étions garçons et filles à l'écoute de nos professeurs dont beaucoup étaient français mais aussi russes, économie marxiste ou égyptien droit musulman. Après les cours, nous nous retrouvions à la brasserie des facultés tandis que les professeurs déjeunaient au Coq Hardy. Ces lieux étaient historiques. À proximité se trouvait la cafétéria, où une bombe avait explosé par un attentat en 1956. En face de la Grande Poste, un des monuments les plus célèbres de la capitale, lieu de rendez-vous incontournable, la Maison de la Presse. Entre les deux, le début de la rue Illy devenue rue Ben Mehdi Larbi, là où s'est déroulée la fusillade du 26 mars 1962 entre des membres de l'OAS et les soldats français faisant au total avec les civils 46 morts et plus de 200 blessés. Ce quartier, outre ces événements sanglants de la lutte pour l'indépendance, me plaisait beaucoup. C'est le cœur de la ville, ce sont les artères principales, vivantes et commerçantes du centre-ville. Et puis en contrebas, la baie magnifique et l'Assemblée nationale, la Wilaya, la Grande Poste. Oui, c'est Alger la Blanche et je suis toujours très nostalgique de ce quartier des facultés et de notre jeunesse étudiante, engagée et sans aucun doute privilégiée. Ici, la jeunesse étudiante est reine. Des étudiants également étrangers venant du Maroc, d'Afrique, du Yémen viennent étudier. Alger, ses facultés et ses révolutionnaires étaient devenus le phare du tiers-monde. Nous fréquentions aussi le centre culturel universitaire tenu par des prêtres et nous déjeunions au Resto U l'après-midi. Nous allions consulter des livres à la bibliothèque, située au-dessus de l'esplanade du palais du gouvernement, boulevard Frantz Fanon, montée des Tagarins et également, en ville au centre culturel français. Découvrir les nouvelles formules de l'Express, du Nouvel Observateur, Jeune Afrique, Révolution africaine. L'année 1967 a été marquée par 2 événements. Début juin 1967, durant la période d'examen, éclate la guerre des 6 jours, 5 juin 1967. Nous croyons que l'affrontement entre Israël et l'Égypte va dégénérer en conflit mondial. La défaite égyptienne est cuisante. La radio et les médias algériens sont impitoyables avec Israël. La solidarité avec la lutte palestinienne est de mise et l'écrasement du sionisme inéluctable. L'Algérie envoie des troupes sur le canal de Suez, et en octobre 1967, en reprenant les cours à la faculté, j'apprends que mes camarades étudiants algériens et algériennes ont accompli un stage militaire durant l'été. Le sentiment d'unité nationale est très fort. Depuis ces événements, je suis sensible à la question palestinienne.
Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelaziz Bouteflika, annonce qu'il coupe l'approvisionnement en pétrole des pays qui auraient aidé Israël dans son agression. Je connaîtrai un autre événement le 14 décembre 1967 avec la tentative de coup d'État fomentée par le chef d'état-major de l'armée, le colonel Tahar Zebiri, qui échouera. C'est ce même Tahar Zebiri qui, 2 ans plus tôt, avait arrêté à la demande du colonel Boumedienne Ahmed Ben Bella à 3 heures du matin dans sa villa. On apprend aussi, en avril 1968, une tentative de coup d'État contre le président Boumedienne. Lorsque je quitte l'Algérie en juillet 1968, c'est l'année du parti. Le FLN est dirigé par Ahmed Kaïd, la ville était toujours recouverte de slogans « Halte aux idéologies étrangères », le contrôle de l'économie par l'État. Cette année-là, face au célèbre Milk Bar, inséparable de l'autre brasserie Novelty, est inaugurée la place Émir Abdelkader et sa statue au milieu de la place et en face, le siège du FLN. Cette campagne du parti m'a marqué au point que 2 ans plus tard, en passant l'examen du diplôme de droit et d'économie des pays d'Afrique à la faculté de droit à Assas Panthéon, le sujet, le parti unique, me valut la meilleure note de la promotion. Dernière fête révolutionnaire à Alger. Rentrée en France pour terminer mes études à la faculté de droit et bénéficiaire d'une bourse, je ne pus résister à retourner donner quelques cours de français à ma chère école de la Casbah pour l'été 1969 et profiter du festival culturel panafricain. C'était une folle ambiance révolutionnaire. Le soir, je descendais vers l'hôtel Aletti, où logeaient les tiers-mondistes de tous bords. Eldridge Cleaver, dirigeant des Black Panthers, les représentants palestiniens du Fatah, les militants de l'ANC sud-africaine, les guérilleros du Mozambique, les artistes de jazz, les musiciens, les artistes algériens. Ce sera un séjour d'été inoubliable pour moi. J'étais au diapason, à l'unisson de toutes ces luttes. J'assistais un soir dans un cinéma à un concert d'artistes avec Myriam Makeba. 2 ans plus tard à Paris, devenue journaliste, je réaliserai avec elle à l'Olympia un entretien pour le magazine Africascope. Je ne pensais pas la retrouver par une telle opportunité. Rentrée à Paris et mes études de droit terminées, n'ayant pu me consacrer à ma vocation africaniste, faute de contact et sans doute marquée idéologiquement, après quelques expériences dans la presse africaine, je prêtai le serment d'avocat, profession que j'exerce depuis plus de 40 ans. Je conservais toujours le souvenir de transition révolutionnaire d'Alger. Avec mon épouse que j'avais rencontrée, jeune coopérante institutrice au service des Sœurs franciscaines de Notre-Dame d'Afrique puis des Sœurs de la Charité à Bab el-Oued, nous retournions régulièrement en Algérie. Nous revisitions avec le même enthousiasme Alger et découvrions également le Sahara, Médéa, Oran, Tibérine, jusqu'à ce que la période des années noires, à partir de 1991, nous en dissuade. Retrouvailles avec l'Algérie, émotion et enthousiasme. Voie du destin et hasard de la vie professionnelle, devenu avocat et aimant la matière nouvelle du droit du sport avec divers clients, notamment sportifs d'origine africaine, tels le talentueux Joseph-Antoine Bell et le journaliste devenu agent de joueur Pape Diouf, je découvre l'ouvrage Sport et Tiers-Monde. J'entre en contact avec son auteur Youssef Feitz, professeur à l'université Paris-Ouest Nanterre. Il souffla sur le feu de ma passion algérienne qui ne demandait qu'à s'embraser. Participant grâce à lui à des colloques sur le droit du sport en Algérie, je fus approché par le député et universitaire Abdelyamin Boudaoud, qui m'a mis en contact avec le ministre des Sports, M. Hachemi Djiar. Par ce coup du hasard, 40 ans après l'avoir quitté, je collabore de nouveau avec l'Algérie. Quel bonheur et aussi de rencontrer le recteur de l'université d'Ali Ibrahim qui fut mon condisciple à la faculté d'Alger, et de coopérer avec le professeur Aïssa Kadri, directeur de l'Institut Maghreb Europe de l'université Paris 8. En retrouvant la capitale, ces dernières années, ma première démarche fut de me rendre dans le centre de la ville et son quartier magique. Le rédacteur en chef d'El Watan Aden Mehdi disait récemment entretenir un rapport presque pathologique, avec ces quartiers, de la rue d'Idouche Mourad, la Grande Poste et la rue Ben Mehdi Larbi. Les boutiques des magasins, leurs enseignes et vitrines n'ont guère changé depuis 1964. Comme lui, retrouvant ces artères, traversant la Casbah, poursuivant ma promenade jusqu'à Bab el-Oued qui avait bien changé, c'était une visite nostalgique,
l'occasion de marcher seul et de me remémorer ces années d'effervescence révolutionnaire. Le soir, en retournant à l'hôtel Saphir, ex-Aletti, où j'avais vu et entendu tant de militants me faire rêver, je ressentis non pas un sentiment révolutionnaire mais une immense tendresse pour ces années passées. J'ai retrouvé Alger, ses habitants généreux et hospitaliers, corps vivant avec qui j'ai vibré au bouillonnement de la construction de l'Algérie indépendante. Ce combat n'est plus le même aujourd'hui, mais j'ai toujours en mémoire un proverbe du Maghreb. Le cœur voit avant l'œil. Oui, nous avons œuvré à une coopération fraternelle durant ces années. De grandes et belles aventures humaines continueront de se réaliser en Algérie. Cette passion nous tient encore et chaque année je retourne à Alger et dans bien d'autres endroits, donnant ici ou là une conférence sur le droit du sport dans diverses universités d'Oran, Alger, Msila ou Argla. J'ai eu l'honneur d'être appelé en consultation par Monsieur le ministre des Sports pour une réflexion sur la loi algérienne du sport, le cahier des charges du sport professionnel, à l'École nationale supérieure du tourisme et aussi cette collaboration sympathique avec le magazine promotionnel de l'Algérie El Jazaïr et son fondateur Ammar Khelifa et Meriem Khelifa. Le vice-président de l'Assemblée nationale populaire, Abdelrahmane Bouadaoud, le professeur Ahmed Boussakra de l'université de Msila m'ont honoré également de leur confiance, le directeur de l'École nationale supérieure de tourisme, Abdelatif Zaïd, Smaïl Boukari, directeur des études et Abdelkader Cheniouni, grand reporter à beIN Sport à Doha au Qatar, sans oublier Kader Hadouche, député des Algériens du sud de la France, ainsi que mon ami, le député honoraire Jean Rohata, chargé de la coopération méditerranéenne à la ville de Marseille. Qu'ils soient tous remerciés. Chapitre 1 : La France et le monde arabe. L'évocation des relations entre le monde arabo-musulman et la France remonte au début du 8e siècle. Transmettre le goût de l'histoire suscite toujours l'intérêt. Germaine Tillon, grande militante de la lutte algérienne pour l'indépendance, écrivait qu'il est possible de renouveler la pédagogie en donnant vie à une réflexion du passé. Nul doute que si la relation entre Arabes et Francs commence par une première rencontre guerrière, elle est passée au fil des siècles par de nombreuses autres péripéties pour aboutir aujourd'hui à un dialogue constructif entre la France et l'Algérie et fécond avec les représentants de l'islam en France. Au 8e siècle, première rencontre entre les Arabes et les Francs. À sa mort en 632, le prophète Mahomet avait réussi à imposer son autorité et celle de la nouvelle religion l'islam à l'ensemble de l'Arabie. Après le calife Abou Bakr, 632 à 634, le calife Omar, 634 à 644, commence des conquêtes avec succès contre les forces byzantines et perses, puis en Syrie, Jérusalem, Égypte et à l'est, la Perse, l'Irak, l'Iran. Pendant plusieurs siècles, l'islam fut florissant et en avance sur le monde chrétien. Il a produit des œuvres tout à fait remarquables dans les domaines de l'histoire, de la géographie, de la médecine, philosophie, littérature. Averroès, philosophe, Avicenne, savant Ziryab, musicien Ibn Khaldoun, philosophe juriste, Al-Khwarizmi, mathématicien, Al-Biruni, astronome. Mais à partir des 9e-10e siècles, ce rayonnement va s'amenuiser. Mon ami marocain, Mohamed Aman, président de la Fédération mondiale d'handball, aime me dire que la grande mosquée Karaouiyine a accueilli, à Fès, au 9e siècle, la première université au monde. Elle témoigne du rayonnement spirituel et culturel de l'ancienne capitale marocaine. De grands savants juifs et chrétiens y ont étudié. Le Maghreb offre une plus longue résistance entre 670 et 710 environ. L'Espagne est emportée en revanche par une armée largement berbère. En 721, les Arabes sont à Narbonne, France. C'est, selon les historiens, la date de la présence arabe sur le sol français. Ainsi, moins d'un siècle après la mort du prophète, les Arabes avaient pris possession de la quasi-totalité de l'Espagne et d'une partie du sud de la France. Depuis les Pyrénées, Abd al-Rahman, gouverneur d'Espagne, lançait plusieurs razzias sur des villes et églises du sud de la France. En 732, bien que cette date fasse l'objet de controverses, Abd al-Rahman marcha vers Tours pour s'emparer et piller le sanctuaire de Saint-Martin. Selon les historiens, ce n'est pas la recherche d'une conquête territoriale mais une razzia. Pour contrer ce raid, le duc d'Aquitaine fut contraint de faire appel à Charles Martel, un ambitieux seigneur franc. Ce dernier n'accepta d'intervenir qu'en échange d'une domination sur l'Aquitaine, région qui lui permettrait d'étendre la domination franque sur le sud-ouest de ce qui n'était pas encore la France.
C'est à Poitiers, le premier samedi du mois de Ramadan que la bataille eut lieu. Abd al-Rahman a lancé sa cavalerie sur les troupes franques, essentiellement composées de fantassins disposés en un mur de boucliers et de lances. La discipline de ces derniers a permis de résister aux assauts de la cavalerie avant de la repousser. Pendant ce temps, le duc d'Aquitaine a lancé l'assaut sur le camp arabe. Prises en étau, les troupes d'Abd al-Rahman, morts au combat, rebroussèrent chemin. L'importance historique de cet événement a été amplifiée à mesure que les souvenirs s'estompaient et que les siècles s'écoulaient. D'un côté, il a permis à Charles Martel, grand-père de Charlemagne, d'assouvir son ambition de pouvoir. Par la suite, nationalistes de tous bords en ont fait le champion d'une chrétienté dont ils ne se revendiquaient pas. D'un autre, s'ils reculèrent par la suite, il n'est pas établi avec certitude que les Arabes avaient pour intention d'envahir et de conquérir le sud-ouest de la France. Cependant, en 793, une nouvelle expédition échoue devant la ville de Carcassonne et ce n'est qu'en 890 que des morts, selon l'expression d'alors, parviennent à reprendre pied sur le rivage provençal près de Saint-Tropez et mener des razzias. Ce ne sera qu'en 972 que des Marseillais rejetteront cette présence arabo-musulmane. Néanmoins, le professeur Bruno Etienne, dans son ouvrage La France et l'Islam, écrit qu'il est opportun de rappeler qu'aucun manuel ne rapporte le fait que la France a largement intégré cette première vague islamiste. Et d'ajouter que du 8e au 14e siècle, le sud-ouest, l'Aquitaine et une partie du sud-est de la France ainsi que des villages des Alpes et du couloir rhodanien, sont non seulement en relation constante avec l'islam espagnol et pas toujours en termes conflictuels. Les croisades, 1096 à 1291, une initiative de l'Europe chrétienne. Par croisade, on désigne les 8 expéditions ordonnées par le pape aux fins de reprendre par les armes le Saint-Sépulcre de Jérusalem renfermant en son sein le tombeau de Jésus-Christ. Le terme croisade fait référence à la croix arborée par les participants sur leurs habits. Néanmoins, il n'a jamais été employé par les contemporains de cette période. La prise de Jérusalem par les Arabes en 638 n'avait pas empêché les chrétiens de s'y rendre en pèlerinage, parfois moyennant le paiement d'une taxe. La situation avait par la suite empiré, certains se faisant dépouiller ou tuer durant le voyage. De plus, au XIe siècle, les Turcs qui avaient repris la ville aux Arabes interdirent tout pèlerinage si bien qu'en 1095, le pape Urbain II appela la chrétienté à reprendre la ville par les armes tout en promettant l'indulgence aux pécheurs qui s'y joindraient. Il reprenait le concept de guerre juste, car faite au nom de la foi, initié par saint Augustin, père de l'Église, né en Algérie à Tagaste, aujourd'hui Soukaras, des siècles plus tôt. Il donnait également à la chevalerie de l'époque un défi qui permettrait à ses membres de gagner leur salut, le pèlerinage étant perçu comme un moyen de purifier celui qui l'accomplissait. D'autres facteurs, politiques, sociaux, économiques, jouèrent aussi un rôle dans le développement de ces croisades et de la création des États latins d'Orient, Antioche, Tripoli, Jérusalem et Dès. La première croisade s'acheva en 1099 par la conquête de Jérusalem. Si l'objectif initial avait été atteint, l'expédition a été marquée par des exactions perpétrées par des croisés, notamment lors du siège d'Antioche. Par ailleurs, des participants à la croisade s'installèrent en Orient avec la volonté de capter des richesses, loin des considérations pieuses qui avaient présidé à cette aventure. Par la suite, 7 autres croisades ont été menées jusqu'en 1270 avec des fortunes diverses, Jérusalem, reprise par Saladin en 1187, étant définitivement passée sous contrôle musulman en 1244. En dépit de cet échec pour la chrétienté, les croisades ont permis au monde occidental de développer le commerce et la navigation. Durant les périodes d'accalmie, elles ont également favorisé le rapprochement des cultures européennes, byzantines et musulmanes dans les sciences, les arts et les lettres. Il convient de citer Pierre le Vénérable, moine, abbé de Cluny, qui œuvrera à la traduction du Coran en latin et qui recommande d'établir des débats argumentés avec les théologiens des autres religions, plutôt que des croisades. L'expédition du pape en vue de libérer Chypre en 1571. C'est le point d'orgue d'une croisade organisée par le pape en vue de libérer Chypre, que le sultan Sélim II venait de conquérir. La bataille met aux prises 213 galères espagnoles et vénitiennes et quelques 300 vaisseaux turcs. 100 000 hommes combattent dans chaque camp. Les chrétiens remportent une victoire complète.
Presque toutes les galères ennemies sont prises. L'amiral turc est fait prisonnier et décapité et 15 000 captifs chrétiens sont libérés. Le héros de la journée est le prince Don Juan d'Autriche, 26 ans, qui commande la flotte chrétienne. Il n'est autre que le bâtard de feu l'empereur Charles Quint, et le demi-frère du roi Philippe II d'Espagne. Lépante a un immense retentissement en Europe, car elle libère les Occidentaux de la peur des Turcs. La bataille permet aussi au roi d'Espagne de se poser en champion de la contre-réforme catholique. Pour Venise, cependant, Lépante a le goût amer d'une victoire à la Pyrrhus. Ruinée par l'effort de guerre et la suspension de son commerce avec l'Orient ottoman, la République se détache de ses alliés et négocie avec les Turcs. À ceux-ci, elle reconnaît la possession de Chypre qui avait été pourtant son but de guerre en échange de la reprise de son commerce. Notons qu'un jeune soldat espagnol nommé Cervantes perd la main gauche pendant la bataille de Lépante, pour la gloire de la droite, dira-t-il plus tard. Ne pouvant plus se battre, il écrira faute de mieux les aventures de Don Quichotte. La bataille de Navarin en 1827. Cette bataille navale menée par une flotte franco-russo-britannique dans le port grec de Navarin dans le cadre de l'indépendance grecque, met fin à néant la flotte ottomane composée de navires turcs et égyptiens. Par le traité d'Andrinople du 14 septembre 1829, le sultan reconnaît l'indépendance de la Grèce. La Moldavie, la Valachie et la Serbie, principautés chrétiennes des Balkans sous domination turque, demeurent autonomes. On peut ajouter que la régence d'Alger avait à maintes reprises envoyé escadres et munitions aux troupes ottomanes. L'expédition militaire et scientifique en Égypte de Napoléon Bonaparte, 1798 à 1800. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.